Merci Pierre, et on va enchaîner avec une dernière table ronde où on va aborder la question du partage du foncier, du partage de la valeur. On a beaucoup parlé d'enjeux globaux ce matin. On va maintenant aborder un peu les enjeux locaux et voir si ça rentre ou pas en adéquation. Le sujet de cette table ronde, c'est pas les gilets jaunes, mais je voulais vous en parler un peu quand même parce qu'il y a un peu plus de 5 ans, le mouvement émergeait et se montait en réaction à une taxe sur le carburant qui visait donc à financer la transition énergétique. Cette taxe a massivement été refusée parce qu'on ne comprenait pas à l'époque quels pouvaient être les bénéfices dont on allait qu'on allait avoir sur les territoires avec cette transition énergétique. Et c'était majoritairement une colère du monde rural à l'époque. Aujourd'hui, c'est un peu les mêmes espaces où on veut implanter les parcs éoliens, les parcs solaires en l'occurrence, dont on parle aujourd'hui. Parce qu'on a besoin de foncier, donc la France vise les espaces forestiers, agricoles, ruraux pour implanter les parcs solaires, parce qu'on est très en retard au niveau européen, on est un des seuls pays qui n'a pas atteint ses objectifs d'énergie renouvelable. Ces grands parcs de production, ils se montent en revanche pour alimenter des agglomérations ou des industries, beaucoup. C'est-à-dire que en fait, les territoires qui portent les emprises des parcs ne sont pas ceux immédiatement qui bénéficient des retombées. Ce qui crée un gros problème, et le Conseil économique et social français l'a relevé il y a 2 ans en disant une partie de la population rurale a le sentiment de subir les inconvénients de la transition énergétique avec des projets imposés sans y voir de bénéfices directs. Alors oui, le solaire est bien plus plébiscité que l'éolien. Il y a un sondage Odoxa qui nous dit que 87% des Françaises et des Français ont une opinion positive de cette énergie. Et pourtant, je crois que ne pas co-construire les projets avec les territoires, avec les populations, c'est s'exposer à des refus massifs, parce qu'il y a un caractère qui est toujours plus fort que les autres, qu'on appelle en anglais le not in my backyard, surtout pas chez moi, que vous connaissez certainement très bien. Pour parler de cette question fondamentale d'acceptabilité et de partage, j'accueille 4 intervenantes avec moi aujourd'hui. Claudine Bichet, vous êtes vice-présidente de Bordeaux Métropole au climat, à la transition énergétique et à la santé. On parlera notamment avec vous des installations que vous souhaitez déployer dans le tissu urbain. J'accueille aussi, juste à ma gauche, Maud Gued, vous êtes développeuse énergétique et directrice solaire adjointe de Q Energy, une entreprise de développement sous actionnariat coréen et qui a notamment développé en France la plus grosse centrale solaire flottante d'Europe. Un autre modèle, tout à ma gauche là-bas, Morgane Bénard, bonjour. Vous êtes responsable du pôle énergie d'Enercop Nouvelle-Aquitaine, avec un modèle bien différent puisque vous êtes une coopérative régionale d'énergie renouvelable. Et vous nous parlerez donc de cette question fondamentale du partage des bénéfices et de la co-construction. Et enfin, en visio, si on peut l'apercevoir, j'accueille Claire Bordenave. Vous êtes conseillère au Conseil économique, social et environnemental français, bonjour, et membre de la commission environnement. Vous étiez co-rapporteuse il y a 2 ans de ce fameux avis sur l'acceptabilité des nouvelles infrastructures de la transition énergétique. Le CESE est en commission aujourd'hui, donc vous étiez retenu à Paris. Merci d'être là en visio. Et je vous lance sur cette question, Claire Bordenave, de l'acceptabilité. Vous avez fait une différence fondamentale entre l'acceptabilité sociétale de la transition énergétique et l'acceptabilité locale, qui sont selon vous 2 choses très différentes. Écoutez, merci beaucoup d'accueillir à Bordeaux la voix de la société civile organisée. Effectivement, nous nous sommes exprimés sur le sujet de l'acceptabilité des projets de transition énergétique sur saisine du gouvernement, qui constatait ce que vous avez évoqué à la fin de la table ronde précédente, qui est à la fois une opinion publique relativement massivement favorable aux énergies nouvelles et au solaire en particulier, mais des crispations locales, projet par projet, sur des chantiers précis. Donc nous avons effectivement beaucoup débattu de cette notion d'acceptabilité entre nous autour de la table. À la commission environnement du CESE, il y avait des représentants des associations familiales, des agriculteurs, des syndicats, des entreprises, donc un tour de table extrêmement pluraliste. Et donc la question de l'acceptabilité sociétale, c'est celle que vous avez évoquée, c'est finalement des sondages qui disent que plus de 80% de la population est favorable aux énergies renouvelables solaires. Et puis quand on se penche sur des projets particuliers, localement, on retrouve des blocages
Et donc c'est comme ça qu'on doit passer de l'acceptabilité sociétale à l'acceptabilité locale qui relève de déterminants tout à fait différents, puisqu'il est difficile, comme vous le disiez fort justement en introduction, de percevoir les bénéfices locaux pour des populations rurales qui disposent du foncier nécessaire à l'implantation de ces nouveaux projets, sans en voir nécessairement des bénéfices directs, et la cartographie des nuisances réelles ou craintes ou présumées ne recouvre pas forcément la cartographie des bénéfices. Donc, on a vu un projet solaire qui se situait dans votre région, le projet Oriseo, développé à l'époque par Engie, qui a été largement revu dans son périmètre, dans sa dimension et dans l'affectation de l'énergie produite, puisque à l'origine, c'était un projet tout à fait privé-privé, d'une parcelle forestière privée de très très grande taille, des développeurs privés, un acheteur privé de l'énergie prioritaire qui aurait été un data center américain. Donc effectivement, c'était un petit peu compliqué de faire émerger un intérêt partagé collectif dans un projet avec PPA, Power Purchase Agreement, en bon français, privé entre opérateurs privés, mais qui toutefois mobilise de l'argent public massivement pour développer les projets. Donc effectivement, on a étudié les moyens d'améliorer l'acceptabilité locale, sachant que l'acceptabilité, c'est une dynamique sociale, c'est un processus qui évidemment démarre avant le permis de construire du projet. Donc l'acceptabilité se forge en amont du projet quand on sollicite l'avis des pouvoirs publics locaux, des riverains, à un moment où le projet peut encore évoluer. Mais il y a aussi des comptes à rendre en cours de développement du projet, où parfois les interlocuteurs ont changé. Les développeurs de projets ne sont pas nécessairement les exploitants du projet. Et il y a également aussi des comptes à rendre sur la façon dont ont été tenus les engagements pris par la phase de consultation préalable au projet. Donc c'est un processus qui ne s'arrête pas au moment où on a obtenu un permis purgé de tout recours. Voilà. Aujourd'hui, entre les entreprises de développement, il y a une véritable course au foncier qui s'opère. Ça devient de plus en plus compliqué d'avoir accès à des parcelles intéressantes, proches de points de raccordement, notamment dans les régions du sud de la France. Maud Gued, il y a une guerre du foncier qui se fait avant de se poser la question de l'acceptabilité sur un territoire ? Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a une guerre du foncier, mais il y a une certaine concurrence, effectivement. Il peut y avoir des appels à manifestation d'intérêt qui sont lancés par des collectivités pour du foncier public ou semi-public, ou même de grands propriétaires privés pour reconvertir des friches, notamment sur des anciennes carrières, par exemple. Donc, effectivement, on peut se dire qu'il y a une concurrence, mais une guerre, je n'irai pas jusque-là, puisqu'il faut rester dans des prix qui soient acceptables pour avoir un plan, une économie d'échelle qui soit acceptable pour développer un projet. Effectivement, vous parliez d'un coût de raccordement, donc on est aussi assez attentif à la distance au raccordement de ces terrains, mais il y a aussi le schéma de raccordement, donc le S3RENR, qui est défini par région, donc on peut aussi faire des hypothèses sur du plus long terme. Morgane Bénard, comment est-ce qu'on appréhende les premiers pas de développement d'un projet ? Est-ce que pour vous, ça vient de la demande d'une collectivité, d'un collectif, ou c'est vous qui allez chercher du foncier qui peut potentiellement vous intéresser ? Oui, c'est une bonne question. C'est sûr que nous, chez Enercop Nouvelle-Aquitaine, on va avoir une approche qui est très différente, c'est-à-dire qu'on va d'abord partir d'un partenariat avec une collectivité ou avec un acteur du territoire, collectif citoyen notamment, et on va regarder, suite à la mise en place de ce partenariat, on va regarder sur leur territoire qu'est-ce qu'ils ont envie de faire et qu'est-ce qu'ils peuvent faire, donc en fonction des enjeux, des contraintes, des possibilités que vont offrir leur territoire et de ce qu'ils sont prêts à accepter ou pas. Donc se pose la question de l'éolien, se pose la question du PV au sol, de quelle taille ils ont envie d'adresser comme type de projet. Et nous, l'avantage, c'est que comme on est coopérative d'intérêt collectif, à but dans les faits non lucratifs, on peut aller sur des projets avec des rentabilités qui sont différentes de celles des développeurs, on va dire, plus classiques. Mais qui doivent quand même être rentables. Mais ça doit quand même être rentable, bien sûr. Et des fois, les collectivités n'ont pas forcément ça en tête. Mais du coup, on en discute ensemble. En fait, c'est l'idée de faire prendre conscience et de partager les enjeux pour aussi les embarquer dans la conception du projet. Et donc, essayer de trouver des terrains, on peut aller même sur des tout petits sites dégradés sur lesquels implanter de la production d'électricité renouvelable.
Vous l'avez fait en Dordogne, par exemple. Vous avez raccordé votre premier parc cette année en Nouvelle-Aquitaine sur une toute petite installation de... Alors, c'est une petite installation de 250 kW crête sur un site qui fait à peu près 3000 m². Donc, c'est un tout petit terrain de foot qui, en plus, a été un site très dégradé, une friche tout en pente. Donc, oui, c'est tout à fait possible. Et là, c'est vraiment une demande qui est venue de la mairie qui disait, j'ai ce site-là, je ne sais pas quoi en faire. J'ai envie de contribuer à la transition énergétique. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? À Bordeaux Métropole, je crois qu'on vise aussi les sites dégradés. Pour vous, Claudine Bichet, est-ce que aller sur des sites déjà artificialisés et en ville, c'est un gage de meilleure acceptabilité ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre invitation à ce très bel événement. Alors, effectivement, dans un milieu urbain, je pense que notre devoir, c'est effectivement d'aller très fort sur la solarisation, puisque, à l'évidence, on va vers un conflit d'usage de plus en plus fort des surfaces agricoles forestières. Donc, on se doit de solariser là où c'est déjà artificialisé. C'est vraiment notre objectif. On est vraiment lancé sur une ambition d'accélération de la solarisation du territoire avec un potentiel qui est chiffré à 800 gigawattheures en 2050 sur toute la métropole. Le solaire sera la première énergie renouvelable du territoire de Bordeaux Métropole en 2050. Il faut l'avoir en tête. Et sur la ville de Bordeaux, puisque je suis également première adjointe au maire en charge de ces sujets, on évalue notre potentiel à 150 gigawattheures, 600 000 mètres carrés. Donc on est vraiment sur ce travail de solarisation de nos territoires fortement urbanisés. Pour autant, déjà, sur un territoire très fortement urbanisé se pose la question des conflits d'usage. On veut solariser, mettre des ombrières sur les parkings. Et ben, se pose la question, est-ce que ce terrain-là a vocation à rester parking pendant 20, 25, 30 ans ? C'est pas forcément évident et on doit gérer ces conflits-là. Et puis après, effectivement, une fois qu'on aura fait tout bien sur notre territoire, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on n'a pas la capacité de production en renouvelable à hauteur de ce que consomme notre territoire, puisqu'on est un puits de consommation avant tout, on concentre une très grosse masse de population. Et donc, pour arriver à la neutralité carbone et pour arriver à notre objectif de territoire à énergie positive, c'est-à-dire produire autant qu'on consomme en renouvelable, on va devoir créer des coopérations fortes avec de préférence nos territoires partenaires voisins, parce qu'on pense que c'est à l'échelle territoriale qu'on peut véritablement créer un projet qui fait du sens, qui fait que les acteurs comprennent pourquoi ils font ça, adhèrent au projet. Donc ça, c'est tout l'enjeu de pouvoir construire un projet qui dépasse les frontières de Bordeaux Métropole, qui est plutôt à l'échelle girondine, de se dire, bah oui, en fait, la neutralité carbone, c'est un objectif partagé. On ne pourra pas y arriver seul, chacun de notre côté, et c'est comment créer des stratégies gagnant-gagnant dans lesquelles personne ne se sent lésé. Mais en tout cas, pour revenir au départ de la question, je pense que le gros changement de paradigme que nous apportent les énergies renouvelables, c'est que les territoires sont désormais au centre, au cœur de cette production. On est très loin des schémas très centralisés de production énergétique que l'on a longtemps connus en France et qu'on va continuer de connaître. Ce n'est pas exclusif. Mais donc, on doit vraiment penser le territoire et le projet de territoire au sens large. Mais alors à ce moment-là, je vous pose la question à toutes les deux, à quel point est-ce qu'il faut produire ou pas au plus près des lieux de consommation ? Parce qu'on le voit par rapport à ce que dit Madame Bichet, il va falloir encore avoir des installations en milieu rural pour pouvoir alimenter les métropoles. Alors effectivement, il faut du foncier, il faut de la place en fait pour développer ces projets. Alors il faut peut-être mobiliser tous les fonciers disponibles et voilà, s'il y a des opportunités sur des fonciers qui sont dits dégradés, qui peuvent être un petit peu excentrés de zones de consommation, il ne faut pas s'interdire de pouvoir le développer. Malgré tout, il faut quand même pouvoir injecter l'électricité produite dans un réseau. Et donc, il faut un point d'entrée.
si nous avons un point d'entrée, c'est que forcément l'électricité, elle est consommée puisque le réseau français a été dimensionné pour de la consommation. Donc ça veut dire qu'il y a au moins un petit peu de consommation. Donc il faudra une contribution de tous les territoires puisque, comme l'a dit Madame Bichet, vous avez des pôles d'activité qui vont concentrer une grosse consommation, mais qui ne pourront pas produire à hauteur de la consommation, et d'autres pôles qui vont un peu moins consommer, mais qui auront une forte capacité de production. Donc en fait, c'est l'équilibre des territoires, et c'est la collaboration des territoires qui fera la puissance de notre atteinte des objectifs. Pour reprendre un terme un peu imagé, avec le développement à toute vitesse des ENR maintenant, est-ce que les espaces ruraux pourraient devenir les fermes énergétiques, en quelque sorte, des grandes villes ? C'est sûr qu'il faut être vigilant là-dessus, ou en tout cas, il faut le faire de façon très concertée. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les zones rurales ont déjà l'impression d'être les fermes alimentaires des grandes villes, des métropoles. Donc, si on leur donne en plus ce sentiment d'être les fermes aussi énergétiques, ça peut créer pas mal de clivages. Donc, c'est sûr que gros point de vigilance là-dessus. Et l'importance, en fait, c'est de le faire avec eux et avec les acteurs du territoire et qu'ils en captent une partie de la valeur. Je crois que c'est une des thématiques de cette table ronde. C'est que derrière, en fait, ils s'assoient aussi à leur bénéfice. Même s'ils ne consomment pas toute l'électricité qui va être produite juste à côté de chez eux, il faut aussi qu'ils captent une partie des bénéfices qui vont être générés par la production d'électricité directement chez eux. Et ça se dit pour les centrales solaires au sol, mais c'est aussi pour les éoliennes. C'est pas la même chose d'avoir des éoliennes chez soi et de savoir que ça nourrit le territoire, que ça alimente une transition énergétique, que ça permet la rénovation énergétique de bâtiments, que ça peut-être amène un peu d'argent aux foyers eux-mêmes directement, que se dire ça va alimenter un actionnaire, un acteur qui est international et où j'en capterai pas un copec à part le loyer si c'est un terrain public et les taxes. Justement, sur cette question des retombées qu'on peut offrir au territoire, Claire Bordenave, vous avez travaillé là-dessus avec le CESE. Qu'est-ce qu'on peut offrir au territoire et comment est-ce que vous avez évalué tous les dispositifs qui peuvent exister ? Alors effectivement, là, on a entendu des choses très emblématiques de ce qui peut faciliter l'acceptabilité locale quand on aborde la logique avec l'intérêt pour le territoire de l'implantation de ces nouvelles infrastructures. Puisque notamment le territoire très local est le mieux à même d'avoir un avis, d'exprimer son avis sur la meilleure insertion possible dans le territoire, notamment paysagère. Utiliser du foncier plus consensuel, déjà artificialisé, évidemment, ça renforce l'acceptabilité. Madame Denerkop parlait de la rénovation énergétique des bâtiments. Donc, nous avons observé aussi que tous les montages financiers où des retombées étaient consacrées à travailler sur la demande d'énergie, et notamment la réduction de la demande pour des bâtiments publics, des écoles, ou allait à la réduction de la précarité énergétique, était de nature à améliorer l'acceptabilité. Donc même s'il n'y a pas un bénéfice direct des habitants avec, par exemple, la remise d'électricité gratuite ou à prix inférieur au coût de revient qui avait été évoqué dans le projet de loi accélération mais qui a été abandonné, on a constaté que sans être une recette miracle, pour autant, c'est pas parce qu'il y a un capital ouvert aux riverains dans un projet participatif que l'acceptabilité est immédiatement acquise. Mais malgré tout, c'est de nature à la renforcer très très fortement. Et donc, les nouveaux modes de financement qui associent des pouvoirs publics locaux sous forme de SEM ou autres véhicules capitalistiques, c'est vraiment de nature à aller dans le bon sens de l'acceptabilité et de l'acceptabilité durable pendant la totalité de la durée de vie du projet, y compris la phase de fin de vie du projet, de démantèlement, de recyclage des équipements. Car les promesses faites par la filière et les engagements pris par les porteurs de projets doivent pouvoir être traçables et opposables aux populations locales et aux pouvoirs publics locaux, qui parfois sont très démunis pour contacter les porteurs de projets. Donc on avait eu également une recommandation pour qu'il y ait une sorte de point d'entrée unique chez les développeurs de projets, une sorte de médiateur qui soit à la disposition des associations locales et des pouvoirs publics pour répondre à toutes les questions pendant la durée de vie du projet. Oui, parce que vous dites que l'acceptabilité se joue pas seulement au moment du développement du projet, mais aussi dans sa phase d'exploitation.
C'est très clair et on a vu localement, on a interviewé des associations de riverains qui étaient au départ favorables à un projet sur leur commune et qui, en cours de route, sont devenus défavorables au projet, non pas à cause du projet lui-même, mais à cause d'un projet à quelques kilomètres de là qui se passait mal. Donc l'acceptabilité, c'est vraiment une question de confiance et une question de capacité à faire émerger durablement un intérêt collectif qui dépasse les intérêts particuliers, et donc avec des bénéfices qui soient également collectifs et non pas uniquement des bénéfices particuliers comme la location que je vais tirer de la location d'un foncier privé. Merci. On a vu exploser aussi les propositions de financement participatif chez les développeurs sur des plateformes en ligne, avec des taux parfois où on propose d'investir pour un taux de rentabilité à hauteur de 7%, donc très très intéressant. Est-ce qu'à ce moment-là, le développeur se dit, on est prêt en quelque sorte à acheter le territoire pour avoir une meilleure acceptabilité derrière? Alors, je pense qu'en financement participatif, ça dépend si vous enclenchez votre financement participatif au moment des études du projet, donc très en amont, où là, effectivement, vous allez essayer de capter l'adhésion et en tout cas l'audition d'une partie du territoire, parce que c'est vrai que on est tous très occupés et donc quand vous avez des communications, c'est très difficile d'aller informer tous les publics. Donc c'est aussi un moyen de communiquer et alors, on peut emporter l'adhésion, mais je ne pense pas que ça suffise pour un territoire, le financement participatif. Et si ce financement il est vraiment au stade de la construction, finalement le projet il est autorisé, il a déjà une histoire dans le territoire. C'est plus un engagement qui aurait été pris peut-être au moment du développement qui va être réalisé. Mais je ne pense pas que ça fasse basculer un projet pour ou contre pour son territoire. D'autant plus qu'on a des obligations réglementaires sur des ouvertures sur un département et sur des départements limitrophes. Donc c'est très dilué comme acceptabilité, on va dire. Morgane Bénard, vous dites être capable de, je vous cite, créer des retombées économiques supérieures avec ces questions de participation des citoyens, que ce soit financière ou dans le dialogue d'ailleurs. Comment est-ce que vous faites ? Alors, ce n'est pas moi qui le dis. C'est une étude qui a été menée par l'ADEME et Énergie Partagée. Énergie Partagée, c'est un acteur qui représente les énergies renouvelables citoyennes à l'échelle nationale. J'en profite pour définir ce que sont les énergies renouvelables citoyennes. C'est tous les projets dont la gouvernance et le financement sont à la main donc, des acteurs de territoire, que ce soit les collectivités ou les habitants et habitantes du territoire. Et donc l'idée, c'est qu'ils soient donc associés aussi bien dans la phase conception du projet, mais aussi donc, dans la phase financement, et qu'ainsi, ils en captent une partie de la valeur qui va être créée par la vente de l'électricité. Et donc aujourd'hui, cette étude de l'ADEME et Énergie Partagée estime qu'un projet qui va être dit un projet citoyen, un projet d'énergie renouvelable citoyen, apporte au territoire entre 2 à 3 fois plus de retombées économiques qu'un projet qui va être classique. Et ça, c'est grâce notamment au fait que déjà les projets dans lesquels les collectivités ou les collectifs citoyens sont mobilisés, ils vont tout faire pour faire travailler au maximum des entreprises locales. Et ça va aussi, dans certains cas, créer des emplois locaux, notamment au sein des collectifs citoyens. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, en fait, du coup, les collectivités qui peuvent, depuis la loi pour la transition énergétique pour la croissance verte de 2015, les collectivités peuvent investir dans les projets de production d'électricité renouvelable et donc peuvent capter une partie des bénéfices qui vont être générés par la vente de l'électricité. Et donc ça aussi, c'est une création de valeur directement sur le territoire. Donc c'est un intérêt aussi bien en termes d'acceptabilité, mais aussi en termes de philosophie, quitte à avoir ces centrales solaires, autant en capter une partie de l'argent. Parce qu'en phase d'exploitation, les populations n'ont pas l'impression de bénéficier de retombées, notamment parce qu'il y a très peu d'emplois en fait, qui sont liés à l'exploitation du parc. Et donc c'est plus difficile de rendre visibles les retombées économiques pour un territoire. Vous avez peut-être moins cette question d'acceptabilité en ville, même si on en a parlé. Vous avez surtout aussi les enjeux urbanistiques d'insertion des panneaux solaires dans le tissu urbain. Pourtant, vous portez des projets assez innovants, notamment de solariser la base sous-marine, d'expérimenter un boulevard solaire sur la métropole. Les développeurs disent que c'est assez technique, c'est un champ que vous voulez défricher ?
Oui, tout à fait. Enfin, comme je l'ai dit au tout début, on a vraiment l'objectif de solariser là où c'est déjà artificialisé. Donc, on doit vraiment exploiter au maximum toutes les surfaces artificialisées. Et les routes en sont une, vraiment. Et on pense qu'il y a un potentiel qu'on doit au moins essayer d'exploiter. On verra si effectivement les techniques et financements, s'il y a une viabilité pour ces projets-là. Quels sont les freins que vous rencontrez là-dessus aujourd'hui ? Sur quoi À développer des installations solaires de grande capacité, par exemple sur la base sous-marine. Est-ce que vous avez des enjeux patrimoniaux, c'est un autre sujet. Les routes, là, effectivement, c'est plus... Il y a plein de problématiques sécuritaires, techniques, économiques et ainsi de suite. La base sous-marine, on est sur du patrimoine historique. On a effectivement à Bordeaux, ville UNESCO, un certain nombre de contraintes assez fortes pour solariser. L'idée, c'est vraiment de faire évoluer ces référentiels avant tout, parce que on ne peut pas rester prisonnier ad vitam aeternam de règles qui nous empêchent d'aller de l'avant, et notamment sur la production d'énergie renouvelable. Mais il y a d'autres sujets en jeu par rapport à la ville UNESCO, tous les enjeux de rafraîchissement, de végétalisation qui sont aussi très importants. Donc on ne peut pas rester prisonnier d'un patrimoine et se dire que voilà, à la fin le patrimoine restera, mais alors nous on pourra plus vivre dedans tellement ce sera insupportable. Donc on doit faire évoluer ces référentiels. Donc ça, c'est un engagement fort du maire de Bordeaux, Pierre Urmic, qui est dans toutes les réflexions UNESCO pour faire évoluer ça. Et puis nous, au quotidien, dans les projets, donc exemple base sous-marine, ça a été un travail de plus d'1 an avec les ABF pour trouver la manière qui rendrait le projet acceptable d'un point de vue architecturale. Donc la règle au final c'est assez simple, c'est qu'on ne verra pas les panneaux du sol, mais du coup on va quand même pouvoir solariser ce potentiel de toit qui ne sert à rien d'autre. C'est 25 000 mètres carrés quand même, donc on est très heureux de pouvoir réussir à faire ça. Après, je voulais juste revenir très brièvement. Rapidement. Vous dites il y a sans doute moins d'enjeux d'acceptabilité en ville, mais il y en a quand même. C'est-à-dire qu'on voit que pour certains riverains, c'est problématique de voir des panneaux solaires. Donc, enfin voilà. Seulement de les voir. Les voir, voilà. Donc pour dire qu'en fait l'acceptabilité doit être travaillée à tous les niveaux avec les différences territoriales et environnementales de chaque acteur. Vos 3 interventions, les dernières là, impliquent que la rentabilité finalement des projets photovoltaïques sont assez bridées et qu'on a peu de marge de manœuvre pour répondre à ces questions d'acceptabilité. Jusqu'à quel point est-ce que l'énergie solaire peut partager la valeur tout en étant rentable ? Est-ce que la marge de manœuvre est fine ? Alors, la marge de manœuvre, ça dépend aussi des projets, hein, ça dépend de leur taille, ça dépend de la distance au raccordement, qui sont effectivement on va dire, des dimensions assez importantes pour un projet. Bien évidemment, il y a une valeur financière, mais il y a aussi une valeur plus patrimoniale. On le voit sur certains projets, puisqu'on a aussi beaucoup de demandes de visites, donc on a un vrai tourisme qui peut se créer sur certains parcs. Alors, c'est pas ça qui va faire la valeur sur le territoire, bien entendu, mais on sent qu'il y a une curiosité. Tourisme énergétique. Voilà. Bon, c'est pas ça qui va faire la différence, on est bien d'accord. Mais effectivement, le partage de la valeur, il faut le partager, puisque effectivement ce projet, il faut qu'il serve au territoire, au-delà des retombées fiscales, comme ça a été dit, effectivement. Mais c'est pas forcément que de l'argent. Alors forcément, dès qu'on met en place des mesures, ça coûte de l'argent. Ce qui est important, c'est que ça doit rester dans une proportion qui fait que tous les acteurs ressentent un gain. Et c'est ça. Et c'est pas. Il n'y a pas de levier de budget. C'est-à-dire, ok, c'est surtout de la transparence qu'attendent les territoires. C'est qu'est-ce qu'on est en capacité de faire, et donc qu'est-ce que le territoire va pouvoir capter et en retirer. Et les développeurs ont des efforts à faire sur cette médiation qu'ils doivent plus entreprendre pour montrer les retombées. Parce qu'aujourd'hui, il y a des territoires qui ne le voient pas du tout. Oui, et je pense qu'il faut qu'on soit plus transparent aussi sur qu'est-ce que ça rapporte, puisqu'il y a dans l'imaginaire collectif, c'est quelque chose qui génère beaucoup d'argent. Alors certes, ça en génère, oui, puisque on est payé,
je ne travaille pas gratuitement, et tous les gens qui travaillent dans ces thématiques-là non plus. Donc il faut plus de transparence et aussi montrer qu'est-ce qu'on est en capacité de faire. Voilà, et je pense que ça apportera plus de lisibilité sur chaque projet, qu'est-ce qu'il peut faire pour le territoire et qu'est-ce qu'il ne pourrait pas faire, puisque à trop partager le gâteau, il n'y a plus de gâteau. Ce qui intéresse le consommateur aussi, c'est le prix de l'énergie. Est-ce qu'on a la possibilité de lui proposer un tarif avantageux ou pas? Morgane ou Maude? Ça dépend de comment on aborde ça. Nous, dans nos projets, on essaie de systématiser une partie de l'électricité qui soit proposée aux consommateurs locaux via des montages d'opérations d'autoconsommation collective. Vu qu'on a une belle expertise là-dedans en tant qu'on est rattaché au fournisseur Enercop, donc on va dire on maîtrise ce que c'est l'achat et la vente d'électricité et l'équilibrage à ce niveau-là. Donc l'idée étant de coupler à la fois une partie qui va être consommée localement via une opération d'autoconsommation collective ou via des contrats gré à gré, ça a été mentionné par Claire tout à l'heure, type les contrats PPA, et le reste qui va du coup nous, pour nos projets qu'on porte, qui va alimenter le fournisseur Enercop et donc derrière les clients Enercop. Donc en fait c'est une façon, effectivement on parlait tout à l'heure, les territoires ont envie de capter la valeur, ils ont envie aussi de pouvoir donner leur avis sur ou être un peu dans le contrôle ou dans la maîtrise de ce qui se passe sur leur territoire, mais ils ont aussi très envie de consommer une partie de l'électricité, et notamment suite à la crise du marché de l'énergie il y a 2-3 ans, qui a quand même été très douloureuse, on va dire, pour les facteurs d'électricité, notamment des communes. Et donc on sent qu'il y a une réelle appétence autour de ces sujets, consommation en local de l'électricité qui est produite en local. Je vous adresse une dernière question pour boucler, Claire Bordenave. Dans tout ça, avec tout ce qu'on s'est dit, finalement, qui est légitime à exprimer l'intérêt général de cette grande transition énergétique? Écoutez, franchement, une des grandes leçons du Conseil économique, social et environnemental, et pas uniquement au travers de l'avis que j'ai eu le plaisir de co-rapporter, c'est que plus que la nature des décisions que l'on prend pour la transition énergétique, c'est la façon dont on a pris les décisions qui les rendent acceptables dans le long terme et qui permet aux citoyennes et aux citoyens et aux riverains et riveraines de se les approprier réellement. Donc, je pense que le mot de transparence est très important. Évidemment, les grands acteurs multinationaux n'ont pas forcément le même ancrage local qu'un acteur de nature coopérative, mais il peut le compenser en ayant des engagements sur la provenance des matériels, parce qu'on a parlé des emplois, mais on n'a pas parlé des panneaux photovoltaïques, où ils sont fabriqués, est-ce qu'il y a une partie des équipements qui sont plus locaux. Donc, quelle est la part de la valeur ajoutée locale qui peut être redistribuée, pas forcément sous forme d'énergie gratuite uniquement, mais aussi sous forme de projets d'intérêt locaux pour les paysages, pour le patrimoine, pour résorber la précarité énergétique. Voilà, tout ce genre d'actions qui montrent comment un territoire local s'insère dans un projet collectif national avec du centralisé, du décentralisé, des régions à énergie positive, des régions à énergie négative, comment se rééquilibre finalement cette péréquation entre territoires, comme un nouveau contrat social finalement, entre territoires absorbeurs et producteurs d'énergie. Un contrat social est une vaste question de démocratie. Le mot de la fin, comment on fait pour impliquer les citoyens et les citoyennes là-dedans, pour aussi que eux s'acculturent à ce sujet de la transition énergétique et le prennent en main? Vaste question pour terminer ce Bordeaux Solar Summit. Il y a plusieurs leviers, bien évidemment. On a pas mal parlé de l'investissement participatif. Nous, on croit beaucoup à l'association, au projet. On a une association, Solévent, qui accompagne en fait des collectifs citoyens, non pas juste d'en mettre des euros, mais à créer des projets collectifs d'autoconsommation collective, d'autoproduction à l'échelle d'un quartier, par exemple. Et ça, en fait, le fait que les citoyens soient impliqués dans le projet, comprennent les enjeux, comprennent ce qu'ils vont y gagner, comprennent tous les enjeux énergétiques à l'échelon local, permet, je pense, de donner beaucoup plus de sens et de voir la portée de tout ça. Donc nous, on croit beaucoup à tous ces projets-là, aussi projets d'autoconsommation à l'échelle de quartier, qui permettent d'inclure les habitants, les entreprises de ces quartiers-là dans la compréhension de ces enjeux.
Je pense que le sens, on le perçoit surtout quand on vit le projet. Et du coup, pour moi, c'est le principal enjeu, c'est comment associer les citoyens à vivre l'énergie de manière différente, en autoproduction, en autoconsommation, et comprendre aussi les enjeux d'un projet territorial. C'est ce qui a été évoqué juste avant, d'où l'Alliance sur le solaire de la ville de Bordeaux, une ville résolument engagée pour le solaire. Eh bien oui, ça peut paraître être de la com comme ça, mais en réalité, derrière, c'est vraiment fédérer un collectif d'acteurs, tous les acteurs, et on a bien l'intention de ne pas juste arrêter aux grands institutionnels, grandes entreprises. C'est comment aussi embarquer les citoyens dans la compréhension de ce projet de territoire qui est de faire de Bordeaux une ville solaire. De toute façon, si je peux juste dire, on n'a pas le choix. Enfin, en fait, au-delà de l'acceptabilité, il faut qu'on arrive à faire collectif pour qu'il y ait une réelle transition. C'est pas en faisant chacun que ça marchera. Donc, Pour la faire à grande échelle. exactement. Merci à toutes les quatre. Merci Claire Bordenave en visio. Merci à vous. C'est la fin de cette table ronde. Je vais passer la parole à mon collègue Pierre Cheminade à l'initiative de l'événement et vous remercier pour votre présence et votre écoute. On peut effectivement les applaudir. Merci Maxime, merci à toutes et tous. Nous arrivons donc au terme de cette première édition du Bordeaux Solar Summit. On a souhaité l'organiser, cet événement à la tribune, organiser un événement économique à la fois ambitieux et pédagogique avec un objectif, expliquer simplement les enjeux de la filière, vous donner à toutes et tous les clés pour comprendre ces enjeux en profondeur. J'espère sincèrement que la mission a été réussie ce matin. Vous étiez en tout cas près de 400 à répondre présent, donc c'est très encourageant et on a déjà acté le fait d'avoir une deuxième édition de cet événement, le Bordeaux Solar Summit en 2025. Vous pourrez retrouver tous les échanges de ce matin en replay vidéo sur les sites de la tribune. J'en profite pour remercier évidemment nos intervenantes et nos intervenants de toute la matinée, toutes les équipes de la tribune à Bordeaux et Paris qui ont fait un travail incroyable depuis plusieurs mois, la Power Earth Foundation et tous nos partenaires qui ont eu le courage et l'audace de nous soutenir pour cette première édition. Je vais donc tous les citer: Bordeaux Métropole, la région Nouvelle-Aquitaine, la ville de Bordeaux, EICO, la Banque des Territoires, Crédit Coopératif, de Alsun, Enedis, Enervivo, Enphase, Everwatt, Huawei, LM Soleil, Neomix, SNCF Renouvelable, Solar by Optimize, Sungro, Total Energy et Trina Solar. Je remercie aussi pour leur soutien ADI Nouvelle-Aquitaine, Carbone, la Chambre d'agriculture Nouvelle-Aquitaine, Créawatt Group et Soren. Merci à vous aussi, à toutes et tous, d'avoir été si nombreux ce matin, d'être toujours plus nombreux à nous lire et à vous abonner à la tribune. 3 dates à vous donner. Prochain événement de la tribune à Bordeaux, ce sera la 4e édition du sommet aéronautique et spatial de Bordeaux Métropole, le jeudi 17 octobre prochain. Il y aura un événement sur le climat à Nice, le Nice Climate Summit les 26 et 27 septembre à la rentrée, donc en 2024. Et puis l'Acte 50, un événement sur le climat à Paris le 3 décembre. D'ici là, pour ne rien rater de l'actualité économique, retrouvez-nous sur nos sites de la tribune, nos applications mobiles, en kiosque le dimanche avec la tribune dimanche. Et puis, très bonne journée à toutes et tous. Et n'oubliez pas d'aller voter dimanche. Merci à tous.